Bonjour à tous et bienvenue sur le théorème de novembre pour cette 5e vidéo en physique. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler à nouveau d'électricité et nous allons étudier la réponse fréquentielle d'un système. Nous allons donc utiliser le formalisme complexe pour notre étude et nous allons nous intéresser à l'exemple du RLC série dans le cadre du régime sinusoïdal forcé. Premièrement, intéressons-nous au formalisme complexe. En régime sinusoïdal forcé, on s'intéresse au régime permanent, on ne traite pas le régime transitoire. Et on va envoyer une grandeur E de t sinusoïdale. Par exemple, E de t égale E0 cosinus oméga t. La réponse à un système linéaire sera de la forme S de t égale A cosinus oméga t plus phi. Donc la grandeur de sortie vibre à la même pulsation oméga que la grandeur d'entrée. Ce qui nous intéresse, c'est A, l'amplitude du signal de sortie, et phi, l'avance de phase. Pourquoi avance de phase? Parce que j'ai mis un plus. L'avance de phase du signal de sortie par rapport au signal d'entrée. Mais attention, phi peut être positif ou négatif. Pour cela, plutôt que de manipuler des cosinus et des sinus, on peut représenter ces grandeurs par des grandeurs complexes, faisant intervenir des exponentielles complexes plus faciles à manipuler dans les calculs. Donc on aura E bar de t égale E0 de E de j oméga t et S bar de t égale A E de j oméga t plus phi. Pour revenir aux grandeurs réelles qui portent le sens réel physique, il faut prendre la partie réelle de ces grandeurs soulignées. La barre en dessous signifie que ce sont des grandeurs complexes. Mais tant qu'à faire, puisque l'exponentielle j oméga t se simplifiera à chaque fois, on peut se contenter d'utiliser l'amplitude complexe, à savoir pour la grandeur de sortie A E de j phi et pour la grandeur d'entrée, cette amplitude complexe sera E0, qui est dans mon exemple une grandeur réelle. On voit donc qu'à partir de ces amplitudes complexes, si je multiplie par exponentielle j oméga t et si je prends la partie réelle, je retombe sur mes grandeurs réelles. L'avantage d'utiliser ce formalisme, c'est que les calculs seront beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapides. Donc l'enjeu d'un problème sera de déterminer une fonction de transfert h bar de j oméga qui va déterminer mon système. Et cette grandeur h bar vérifie h bar égale S bar sur E bar. La sortie donc peut s'exprimer de cette forme. S bar égale H bar fois E bar. L'entrée, on la connaît puisque c'est nous qui l'imposons à notre système. Donc la démarche sera toujours la même. Déterminer la fonction de transfert, H bar, pour enfin déterminer S bar et remonter à l'amplitude et au retard de phase par rapport à l'avance de phase de notre signal de sortie par rapport à l'entrée. Une fois qu'on a défini l'amplitude complexe, on peut définir les impédances complexes. En effet, on va pouvoir représenter nos grandeurs d'électricité, à savoir les tensions et les intensités, par des grandeurs complexes et on se servira uniquement des amplitudes complexes. On va définir une nouvelle grandeur, l'impédance complexe, qui sera définie par U bar sur I bar. Donc, on va avoir une loi d'Ohm valable dans les complexes, à savoir U bar égale Z bar I. Ces impédances complexes, vous devez en apprendre 3. Il y a l'impédance de la résistance, Z bar égale R. Donc c'est le R classique de la loi d'Ohm. L'impédance complexe est une grandeur réelle pour la résistance. Pour la bobine, l'impédance complexe va être de la forme Z bar L égale JL oméga, qui est donc un imaginaire pur puisqu'on a le J, donc J carré égale moins 1. Et pour les condensateurs, l'impédance complexe sera de la forme 1 sur JC oméga. Intéressons-nous maintenant à un exemple, par exemple le RLC série. Donc ma grandeur de sortie va être prise aux bandes de la résistance R. Ma grandeur d'entrée, il s'agit d'une grandeur sinusoïdale vibrant à la pulsation oméga. Je vais donc déterminer la fonction de transfert de ce système H bar qui va vérifier S bar sur E bar. Maintenant, je traite mes grandeurs seulement par leurs amplitudes complexes puisqu'elles donnent toute l'information nécessaire à la résolution du problème. L'avantage avec ces amplitudes complexes, c'est qu'elles vérifient les mêmes lois de l'électricité. Donc quand je souhaite déterminer une fonction de transfert à vide, c'est-à-dire que le courant ici vaut 0, je peux par exemple utiliser un pont diviseur de tension. J'aurai alors S bar qui vaut E bar fois R sur R plus ZL plus ZC. Donc si je remplace maintenant les impédances par leurs expressions, je vais avoir une fonction de transfert qui vaut
R sur R plus JL oméga plus 1 sur JC oméga, soit 1 sur 1 plus JL sur R oméga plus 1 sur JRC oméga. Voici l'une de mes formes de ma fonction de transfert grand H. Une fois que j'ai déterminé une expression de ma fonction de transfert, donc par exemple celle-ci, je peux mettre ma fonction de transfert sous une forme canonique. Donc la forme canonique ici, c'est H0 sur 1 plus JQ oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Avec H0 qui vaudra 1, oméga 0 qui vaut 1 sur racine de LC et oméga 0 sur Q qui vaut R sur L avec mon exemple. Pourquoi mettre sous une forme canonique? Une fois qu'on a exprimé notre fonction de transfert sous une forme canonique, donc celle-ci, il s'agit de la forme canonique d'un passeband, je peux reconnaître la nature de mon filtre ou de mon système. Donc mon système ici est un passeband du second ordre. J'aurais pu directement à partir du schéma déterminer la nature de mon système, si c'est un passe-haut, passeband ou passe-bas, en utilisant les impédances complexes. En effet, si je me place à basse fréquence pour le condensateur par exemple. Pour mon condensateur, si je me place à basse fréquence, j'ai une impédance infinie, ce qui veut dire que j'ai une intensité nulle, et donc que ma tension au bord de la résistance, qui vaut RI, sera nulle. Donc je coupe les basses fréquences. Le raisonnement est le même à haute fréquence, puisque si je me place du point de vue de la bobine, l'impédance sera infinie, donc l'intensité tendra vers 0, et donc la tension au bande de R sera également nulle. J'ai bien un passeband. Ensuite, à partir de ma fonction de transfert, je pourrais faire l'étude fréquentielle, c'est-à-dire tracer un diagramme de Bode en amplitude et en phase, on le fera plus tard. Mais à partir de cette expression de la fonction de transfert, je peux remonter à l'équation différentielle du système. En effet, si je multiplie par j oméga, cela correspond à une dérivée. Inversement, si je divise par j oméga, cela correspond à une intégration. Donc, allons-y. Ma fonction de transfert, c'était h bar égale s bar sur e bar. Donc, je peux réécrire ça sous la forme JRC oméga sur 1 plus JRC oméga plus JLC oméga carré, et là ici j'ai J carré. Et donc, à partir de cette forme, je peux remonter à l'équation différentielle. En effet, je vais avoir directement, donc ici je multiplie E par JRC oméga, ce qui veut dire que j'aurai à droite RC D de E sur DT, donc ici ce sont bien les grandeurs réelles, et à gauche, donc j'aurai S de T plus RC D de S sur DT plus LC D de S sur DT2. Donc ma fonction de transfert m'a permis de remonter à l'équation différentielle, ce qui est assez puissant. Étudier la réponse fréquentielle d'un système, c'est étudier sa fonction de transfert en fonction de la pulsation oméga. Donc par exemple, si je reprends l'exemple de mon passeband, la fonction de transfert sous sa forme canonique, c'était H0 sur 1 plus JQ oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Grâce à ma fonction de transfert, je peux représenter mes diagrammes de Bode, donc en amplitude et en phase. Diagramme de Bode en amplitude, on va représenter en ordonnée le gain en décibels du module de la fonction de transfert, à savoir 20 log du module de h bar. Et pour le diagramme de phase, on va représenter l'argument de h bar, qui est une fonction complexe. Et en abscisse, vous allez porter ou la pulsation ou la fréquence, ce qui change, c'est un facteur de pi. En tout cas, ce qui compte, c'est que votre abscisse soit en échelle logarithmique. Ensuite, pour représenter le diagramme de Bode et l'allure surtout du diagramme de Bode de votre système, vous allez avoir besoin des équivalents basse fréquence et haute fréquence. Donc pour le diagramme de Bode en amplitude, vous allez déjà déterminer les équations des asymptotes. Donc ici, on applique en fait la formule du gain à nos équivalents et on va trouver directement en basse fréquence cette expression. Donc on va avoir une droite en pente plus 20 dB par décade, soit un comportement dérivateur. Pourquoi? Parce qu'on a 20 log de oméga plus 20 log d'oméga. Et pour haute fréquence, on va avoir cette fois-ci une droite mais avec une pente négative puisqu'on aura moins 20 log d'oméga. Donc une droite en moins 20 dB, une pente en moins 20 dB par décade, ce qui traduit un comportement intégrateur. Maintenant, vous pouvez représenter l'allure de votre système. Donc
on épouse les asymptotes en basse fréquence, idem en haute fréquence, et ensuite on vient tracer la bosse. Alors maintenant il faut savoir si on place la bosse au-dessus de l'intersection des asymptotes ou en dessous. Et bien ça va dépendre du signe, de la valeur de Q. En effet, vos asymptotes, déjà, elles vont se croiser en oméga 0. Pourquoi? Parce que si vous prenez oméga égale oméga 0 là-dedans, eh bien vous allez avoir une ordonnée qui vaut fin log de module de H0 moins va log de Q pour ces deux expressions. Donc les droites se coupent en oméga égale oméga 0. Idem, vous allez obtenir votre maximum en oméga égale oméga 0. Ce maximum vaudra 20 log du module de H0, puisque ici on a directement si oméga égale oméga 0. Ce terme-ci est nul, donc il reste que H0 dans la fonction de transfert. Maintenant, pour savoir si c'est au-dessus ou en dessous, eh bien, vous allez considérer la grandeur epsilon. Cette grandeur, en fait, c'est la différence entre le maximum et l'ordonnée du point d'intersection. Et donc, si on fait la différence, donc ici 20 log du module moins 20 log du module moins 20 log de Q, eh bien, vous allez avoir epsilon qui vaut 20 log de Q. Donc si epsilon est positif comme sur mon schéma, alors Q est strictement supérieur à 1. Inversement, si epsilon est négatif, dans ce cas la bosse est en dessous et on a un Q strictement inférieur à 1. Si on s'intéresse maintenant au diagramme de phase, eh bien on va à nouveau utiliser les équivalents basse fréquence et haute fréquence. Ce qu'il faut pour déterminer l'argument, c'est regarder donc la nature de nos équivalents. Et ici, on a deux imaginaires purs, puisqu'on a J et J qui apparaissent ici. Maintenant, il faut savoir le signe de la partie imaginaire. Bien, pour les basses fréquences, on aura le signe de la partie imaginaire qui est positif, puisque si je monte le J au numérateur, dans ce cas, j'aurai un moins qui va s'éliminer avec celui-ci. Donc j'ai un imaginaire pur dont la partie imaginaire est positive, c'est-à-dire que son argument vaut pi sur 2. Et bien on fait pareil pour les hautes fréquences et je trouve un argument qui vaut moins pi sur 2 puisque la partie imaginaire de mon imaginaire pur sera négative. Donc l'allure de la courbe va être celle-ci, mais attention, la phase est nulle pile en oméga égale oméga 0. Pourquoi? Puisque si on remplace oméga par oméga 0, eh bien on trouvera une fonction de transfert égale à H0 et donc l'argument d'un réel c'est nul, à condition que H0 soit positif. Donc attention, ici c'est pour le cas H0 positif, sinon le diagramme de phase peut changer un petit peu. Dans tous les cas, à partir du diagramme de Bode, vous pouvez remonter à oméga 0 et à Q. Donc oméga 0, on le détermine assez facilement sur la phase, puisque c'est là où la phase est nulle, ou sinon au maximum. Et Q, vous pouvez y remonter en calculant epsilon. Voilà, donc maintenant, à quoi ça sert un diagramme de Bode? Eh bien, comme votre fonction de transfert, c'est h bar égale s bar sur e bar, donc s bar c'est le produit e fois h, eh bien vous pouvez déterminer directement la réponse fréquentielle de votre circuit, puisque le diagramme de Bode représente l'évolution de votre système en fonction de la fréquence. Donc pour un passe-bande, eh bien on voit directement que si je veux une sortie maximale, je dois envoyer une entrée à oméga égale oméga 0. Si je suis en basse fréquence ou en haute fréquence, j'aurai une sortie quasiment nulle. Donc voilà, c'est l'intérêt du diagramme de Bode, prévoir le comportement de notre système en fonction de la fréquence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, YouTube et Insta, et puis à bientôt.